Dans les années 90, la cuisine c'est le lieu où l'on se cache de créatures préhistoriques et l'endroit où l'on apprend la mort de ses enfants. Et puis à l'aube des années 2000, le cinéma de Spielberg va connaître une mutation. Sa grammaire visuelle s'enrichit de nouveaux motifs, et ses Spielberg Face ne renvoient plus à de la sidération, mais à un doute et à un effroi intérieur. Son utilisation du motif nourriture et sa mise en scène des scènes de repas va également évoluer. Dans Intelligence artificielle, David l'enfant robot est fasciné par l'acte de manger qu'il n'a pas besoin d'accomplir. Il s'agit pourtant d'un acte ordinaire, quotidien, une nécessité humaine. Martin, son demi-frère humain, le provoque pour une course à la dévoration. Et tout est révélé. David le Pinocchio robotique ne sera jamais un vrai petit garçon. Le mythe des vertus fortifiantes de l'épinard est renversé, parce que pour David, c'est un poison destructeur. Le goût de l'horreur se perpétue dans Minority Report l'année suivante. John, interprété par Tom Cruise, subit une opération pour se faire changer les yeux. Lorsqu'il se réveille, il tâte à l'aveugle le réfrigérateur à sa portée. Et à nouveau, la nourriture est avariée. L'opération avait deux objectifs. Le premier est dramatique, ne plus se faire repérer par les scanners optiques. Et le second métaphorique, puisqu'il s'agit de bouleverser son regard pour voir la vérité derrière les images qu'on lui impose ou qu'il s'impose à lui-même. La nourriture refuge révèle sa nature inconsommable et dangereuse, et le protagoniste semble avoir conscience que sa quête est vaine. C'est synonyme d'une crise plus profonde qui va hanter toute la filmographie de Spielberg sur ces années-là. Dans La Guerre des Mondes, Ray est incapable de cuisiner pour ses enfants et témoigne de son incapacité à tenir son rôle de père. What is that? Malgré les atrocités qui se déroulent à l'extérieur, il souhaite garder le contrôle de la situation et prépare des sandwichs au beurre de cacahuète. Sauf que sa fille est allergique et que son fils n'en veut pas. La nourriture illustre toujours le caractère immature et enfantin du père, mais cette fois, la nature dysfonctionnelle de la cellule familiale semble être le symbole de la nation tout entière. La crise du foyer devient celle du pays. Le film est l'histoire d'une guerre entre deux mondes, en plus d'être une parabole de l'intervention américaine en Irak. C'est aussi et surtout le sujet même de Munich, son film sorti la même année. Munich raconte le parcours d'Avner et de son équipe, chargés d'éliminer un par un les responsables de la prise d'otage de Munich aux Jeux Olympiques de 72. Le critique et journaliste Rafik Djoumi nous explique que la note d'intention du film se situe ici, dans ce plan qui rassemble une réalité et son pendant médiatique. C'est là l'un des projets du film, opposer l'intimité d'hommes et de femmes à leur mission spectaculaire et médiatisée au nom d'un État ou d'une croyance. Et comme il le souligne, la part intime n'est faite que de scènes liées à la nourriture. Elle se déroule à table et dans des cuisines. Quand les membres de l'équipe meurent les uns après les autres, Avner continue de cuisiner pour un trop grand nombre de personnes. Le film nous rappelle sans arrêt que ces actes politiques sont faits par des gens qui mangent. C'est le cas pour le protagoniste comme pour son ennemi. On découvre par exemple la première cible du groupe dans une épicerie. Il achète une bouteille de lait. Pour des raisons politiques, Avner assassine un homme qui sort d'une activité privée et intime. Sa bouteille de lait se brise et le lait se mélange à son sang. Donc plus que jamais, la nourriture est liée à la part d'humanité des personnages. Qu'importent leurs actions, car ce sont des personnages qui mangent. Épuisé par sa mission qui n'en finit pas, Avner se retrouve face à la vitrine d'une cuisine à vendre dans laquelle se reflète son visage. Et dans ce plan, la cuisine parfaite, elle semble inaccessible. À la fin du film, Avner rejoint sa femme dans leur nouvel appartement new-yorkais et elle l'interrogera sur la taille de leur cuisine. N'est-elle pas un peu trop grande ? En substance, est-ce que ça valait la peine de tuer tous ces mangeurs pour ça ? Spielberg semble alors faire prévaloir le mangeur plutôt que le geste politique, trop désordonné et trop chaotique pour le personnage spielbergien qui ne cherche finalement qu'un refuge paisible dans un espace qu'il peut contrôler. Oh, a few andouillettes and boudin noir. Dans les années 2010, le réalisateur se tourne vers un cinéma plus littéral, traitant tour à tour de l'ambiguïté du suffrage, du système judiciaire ou de la presse. Il ne travaille plus autant le motif de la nourriture, délaisse le mangeur pour raconter l'histoire de personnages réels ou historiques,
et développe ses inventions formelles et ses réflexions autour des institutions elles-mêmes. And that is where our story begins. Au cinéma, l'acte de manger ne va pas de soi, et Spielberg investit ce motif. Sa représentation nous offre une grille de lecture supplémentaire. Dans sa filmographie, elle nous dit à peu près ça. Son protagoniste, donc notre véhicule point de vue, est un enfant ou un homme-enfant. Il est américain, en quête d'un refuge mental. C'est un personnage humble, un simple observateur du monde extérieur sur lequel il n'agit que par le biais du merveilleux. C'est lui qui va se transformer, pas le monde qui l'entoure. Et il ne fait que réclamer une assiette qu'on lui interdit. Il en garde un stigmate, une incertitude, une frustration. Le mouvement du film aboutit à une course vers un repas qui n'existe pas. Qu'importe, le parcours vers l'assiette fera son histoire, sa révélation.